Un petit mot au préalable. Je voudrais chaleureusement remercier toutes les personnes qui se sont procuré mon livre Self Manager, 5 jours pour mieux organiser son travail et enfin profiter de sa vie de perso, et plus particulièrement celles qui l'ont noté 5 étoiles sur une grande librairie en ligne. Self Manager vous aide à être mieux organisé, à être moins stressé, à l'ère du smartphone, du télétravail et de l'agilité. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site selfmanager.me. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode. Passons maintenant au nouveau numéro d'ASAP. Cette semaine, mon invité est Bertrand Soulier, expert en création de contenu et auteur de Contenu Minimum Viable. Bertrand va nous expliquer comment se lancer dans la création de contenu, éviter le syndrome de l'imposteur et avoir la bonne posture pour produire du contenu intéressant, désintéressé, à l'ère de l'audience reine. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Oui, bonjour à tous, donc Bertrand Soulier, donc j'ai plusieurs casquettes, mais en fait j'ai changé de casquette ces derniers mois, on va dire, grosso modo. J'ai enfin enfilé une casquette d'un livre publié sur Amazon en auto-édition. Et par contre j'ai quitté mes casquettes, pour ceux qui me connaissaient par le passé, de tout ce qui est enseignement, etc. Enfin, voilà, tout ça c'est parti. Et donc maintenant on me retrouve quasiment à presque 100%, on va dire, sur votre coach web, où c'est là où je distille mes conseils, que ce soit en podcast, en vidéo, et donc maintenant en livre. On va dire que c'est purement égocentrique. Allez, de toute façon, les créateurs sont tous des égocentriques. On avance que par fierté personnelle, etc. Et donc, dans ma construction de ma marque personnelle autour de Bertrand Soulier, autour de ce que je fais, il y avait un point de passage pour moi qui était obligatoire, c'est de partager ma philosophie de créateur de contenu, que je développe sur le podcast, que je développe à plein d'endroits, mais de la développer d'une manière plus structurée, en fait, et quelque chose qui soit... c'est pas mon manifeste, en fait, hein, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. Le point de départ, c'est un peu un manifeste de... tout le monde peut créer du contenu, c'est pas si compliqué que ça, et surtout, faut pas se comparer à ceux qui le créent depuis 10 ans pour se lancer, sinon on se lance jamais, mais on peut se lancer avec des méthodes qui sont plus rapides, et c'était ça le point de départ. Alors, je pense que tout le monde sait qu'il a des choses à dire, ou en tout cas qu'il a envie de le dire. De savoir comment il va le dire, à qui il va le dire, ça c'est autre chose, c'est un point différent. Mais si on regarde la psychologie humaine, de toute façon, il y a un besoin de réalisation, et moi je pars du principe que la réalisation personnelle ne passe que par la création de quelque chose où on laisse une trace, où on partage son savoir, ses connaissances, on aide les autres. Il y a une citation dans le livre que je sors de l'auteur de la méthode Bullet Journal, qui dit qu'en fait, pour s'améliorer soi, faut améliorer les autres. Enfin, grosso modo, faut aider les autres pour s'améliorer soi. Et tu peux le prendre dans un sens ou dans l'autre. Tu peux te dire que... D'ailleurs, sur mon site, j'ai longtemps mis, et je crois que je l'ai encore un petit peu quelque part, c'est je pars du principe qu'en fait, t'es plus accompli personnellement si tu partages quelque chose, si tu transmets un bout de ton savoir à quelqu'un, tu vois. Et moi, je pars du principe que le moyen le plus simple de le faire, c'est sur Internet, parce que t'as pas besoin de moyens, que t'as déjà un smartphone dans la poche, que t'as un ordinateur, que t'as tous les réseaux, que tu peux tout faire. Pour aider les autres pour s'améliorer soi. Bon, la méthode après elle est simple, c'est de dire que il faut publier le plus vite possible et que il faut chasser le perfectionnisme. C'est-à-dire que pourquoi j'appelle le contenu minimum viable, le principe c'est de dire que à un moment donné tu vas fixer une qualité de contenu minimum, mais qui remplisse ton objectif. Et donc par exemple sur le podcast, l'exemple que je donne, c'est de dire j'ai une qualité de son qui est convenable. Il est sur Apple Podcast, donc les gens peuvent s'abonner, même s'il n'est pas partout, il sera au moins sur Apple Podcast et puis sur Spotify un peu plus tard.
Le son est bon, je peux mettre mes idées. Enfin, quand je dis le son est bon, j'ai pas un studio, mais on entend, il y a pas de bruit, parasite et quelque chose que ce soit. Et puis dedans, je partage mes idées avec une structure qui permet que quelqu'un le trouve intéressant. Voilà, ça c'est la base, vraiment la base. Et derrière, en fait, ce que je mets pas, c'est tout ce qui est habillage, tout ce qui est... est-ce que je mets un petit logo, pas de logo? Est-ce que je mets une petite musique de fond? Est-ce que je vais mettre des petites virgules sonores? Est-ce que je vais filmer ça? Enfin, tous ces trucs-là, je les enlève. En fait, voilà. Le but, c'est de se dire, je fais un premier contenu, et puis, je vois que je suis capable de le faire, donc ça m'encourage à en faire un second, et puis un troisième, et puis un quatrième, et chaque version que tu fais, nouvelle version, en fait, va augmenter le standard d'attente que tu as, et puis quand tu arrives à 800 ou 900, tu t'es pas très loin de ce que tu pensais faire au départ. Mais si dès le départ tu vises ceux qui ont fait 1000 contenus, forcément tu n'y arriveras jamais. Enfin, je veux pas dire... moi, je crois pas au génie, en fait. Le talent, c'est des gens qui travaillent pour l'exprimer. Donc, c'est pas parce que tu te mets devant une caméra d'un coup, tu vas faire une vidéo comme Cyprien ou je sais pas qui fait de la vidéo depuis 15 ans, quoi. Et oui, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé dans le travers de... un livre, c'est super sérieux, quand même, comme projet, quoi. Enfin, c'est un truc... et puis bon, toi, tu le sais, t'as un éditeur, t'as des trucs comme ça, tu te dis, waouh, il faut apparaître... faut avoir une belle couverture, faut un éditeur, faut être lu, faut présenter le projet, enfin... il y a du monde qui se bosse dessus, etc. Donc un livre, c'est un truc sérieux, quand même. Tout le monde n'est pas auteur. Et en fait... je me suis mis une barre assez haute comme ça en disant il faut qu'il fasse 200 pages, que je mette tout ce que j'ai envie de dire dedans, etc. Et donc ça a commencé à virer à l'encyclopédie, tu vois, non structuré, un peu bordélique. Et à un moment donné, donc ça a commencé au Nanovrimo 2017, donc 1er novembre 2017 cette histoire-là, et j'arrive à la fin, j'ai peut-être l'équivalent de 150 pages, et j'en suis dégoûté, je laisse tomber. Et quand à chaque fois que je voulais le reprendre, je disais mais c'est pas possible quoi. Il faut rajouter ça, faut enlever ça, qu'est-ce que t'as voulu dire là-dessus et tout. Et donc à chaque fois, je me suis mis une limite en me disant allez maintenant je sors au 1er août. Et maintenant je sors à tel truc. Et en fait ça sortait jamais, tu vois, il y a toujours un truc parce que j'essayais d'avoir un bouquin type on parlait des mentors, Seth Godin, Austin Kleon et compagnie, je me suis dit je veux un bouquin comme eux quoi. Et donc là j'ai changé de fusil d'épaule et j'ai dit non, je vais appliquer mes méthodes à moi, je vais sortir un bouquin qui sera, peut-être qu'il fera que 20 pages au départ, mais qui aura l'essentiel de ce que je veux dedans, c'est-à-dire l'idée principale, la philosophie de ce que je veux partager, comment tu l'appliques, et comment aller plus loin. Et bon, il se trouve qu'il fait 90 pages au final, mais le point de départ, c'était de dire, il doit avoir une jolie couverture, il doit être facilement achetable sur toutes les plateformes, on peut l'avoir en version papier ou imprimée, et il doit avoir le message essentiel qu'il y a dedans, c'est vous pouvez créer du contenu, voici une méthode pour le créer facilement. Et voilà. Donc ça c'est ma version minimum viable du livre que tu as eu entre les mains. Donc qui est numéroté d'ailleurs, hein, c'est la version 1.0. Je le dis d'ailleurs parce que sur la version papier, je sais plus comment je les ai numérotées, il y a déjà une évolution. C'est-à-dire que si tu achètes la version papier aujourd'hui, c'est la 1.01. Parce que je me suis rendu compte, j'ai fait une boulette dans la mise en forme, dans la mise en page, sur les marges, étaient pas terribles. Et donc j'ai modifié ça. Donc ça modifie pas du tout le contenu, mais par contre ça modifie la mise en page. Donc je le numérote en fait à chaque fois. Et je m'interdis pas de sortir la version 1.1 dans 15 jours, 3 semaines, tu vois, si vraiment il y a un truc à modifier, un truc qui était pas bon, en fonction des retours. Et en fonction des commentaires que j'ai pu avoir, en fonction de ce que les gens attendent, de ce qu'ils auraient espéré trouver, etc. Et peut-être qu'au final, dans 5, 6 ou 7 versions, il fera les fameux 200 pages que je visais au départ. Il faut chasser le perfectionnisme. Mais moi, tu sais, j'ai fait du web pendant... ça fait pas 25 ans que je fais du web, mais pas loin, quoi. On va dire, l'an prochain, on va dire dans cette zone-là. Et j'ai travaillé longtemps en agence web, et en agence web, on avait un espèce de truc, c'était de dire, il y a un moment donné, le site, il est fini, etc. Ça, c'était au tout départ des agences web, tu vois, quand un site, il fallait faire en HTML, qu'on n'avait pas des CMS type WordPress, etc., pour tout changer à tout moment. Et je disais aux mes clients, au bout d'un moment, je leur disais, en agence, je leur disais, écoutez, maintenant, on a des outils qui font que notre site est en bêta permanente. C'est-à-dire qu'il n'est jamais terminé,
Et souvent, j'ai d'ailleurs dit à des clients, ils étaient super contents, tu vois, ils avaient fini le site, ils ont fait tous les textes, les photos, on inaugure le site, etc. Ils disent, ah ben non, on s'est bien débarrassé de ça. Et je leur dis, non, non, maintenant c'est le plus dur qui commence, parce que maintenant il faut le faire vivre, il faut le mettre à jour, il faut que vous le suiviez, il faut qu'il y ait des évolutions, que les gens viennent attirer du monde, etc. Donc le plus dur commence maintenant. Alors, ils comprenaient pas trop l'histoire, et puis quand ils se sont rendus compte que quand t'as un blog, écrire un billet de blog toutes les semaines, ça fait du boulot, etc. Que si t'as une rubrique actu, que tu mets rien pendant 3 mois, on a l'impression que ta société est morte, ils ont fini par comprendre que c'était important, cette notion-là. Et dans le papier, c'est vrai que tu le dis, quand t'as une version papier, elle est finie, quoi. Il y a un moment donné, il faut l'imprimer. Mais ce qui se passe avec Amazon et avec la KDP, c'est qu'en fait, comme c'est de l'impression à la demande. Oui, alors KDP, c'est le Kindle Digital Publishing, je crois, qui est la plateforme d'édition de chez Amazon, qui permet de publier des livres papier numériques sur Kindle et qui permet d'imprimer la version papier à la demande. Alors c'est très drôle d'ailleurs, suivant les versions que j'ai, parce que j'ai plusieurs versions, il y en a une qui arrive de Pologne, une d'Italie, une de Grande-Bretagne, etc. Elles sont presque semblables sur la couleur, à 2-3 trucs près, mais les gens se rendent pas compte, il y a juste eux, ils ajoutent une page. Mais en fait, c'est ce que je disais en fait, c'est que j'ai 2 versions du livre qui sont sur mon bureau. J'ai la version 1.0 et la version 1.01. Dedans, j'ai pu changer en fait certaines mises en page, etc. Resoumettre le fichier chez à Amazon. Et quand les gens l'ont commandé, là j'ai vérifié, ceux qui l'ont reçu cette semaine ont bien la même version que la 1.01. Donc déjà une mise à jour. Si demain je me rends compte que, et j'en ai vu une, et ma femme a vu des fautes orthographes, on dit bon il y a des trucs à corriger dedans, demain je suis capable de soumettre une nouvelle version, quelqu'un qui l'achèterait samedi ou dimanche aurait la version 1.03 potentiellement. Et ça par contre c'est un truc, t'as pas besoin d'en imprimer 10 000, t'as pas de stock, t'as pas de compte d'auteur comme c'était les cas où tu dois donner X milliers d'euros pour que t'imprimes tes bouquins pour toi, etc. T'as pas de, tu vois, toute cette gestion de stock tu l'as pas. Donc finalement, publier un bouquin, c'est devenu aussi simple que de faire une vidéo sur YouTube. Il y a un truc que j'appelle le syndrome du débutant. Le syndrome du débutant, c'est de dire, je débute dans un domaine ou dans un sujet, je pense que je n'ai rien à raconter. Parce que tout a été dit, et que de toute façon, il y a les maîtres du domaine qui ont déjà tout dit. Et donc ça, c'est le syndrome du débutant pur et dur. Et pour moi, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup le syndrome du débutant. Tu vois, c'est de dire, je débute dans la vidéo, pourquoi je ferai des vidéos sur YouTube, ça va être forcément pas bon, etc., donc je fais pas. Je débute dans le podcast, ça va pas être bon, etc., je vais pas savoir parler, donc j'en fais pas. Je débute dans une thématique que je ne connais pas, dans laquelle il y a plein de choses qui ont été faites, et ça me semble être très compliqué, parce que justement, il y a plein de choses qui ont été faites, et que ceux qui sont déjà dans le domaine, ils vont me regarder avec un œil un peu bizarre en disant, mais qu'est-ce qu'il y a foutre là, etc., dans notre domaine. Et alors que dans la réalité, ce qui se passe, c'est que quand tu crées un truc sur Internet, personne ne sait que t'existes, tant que tu l'as pas dit à tout le monde. Donc finalement, c'est pas le fait de créer qui te met la pression, c'est le fait d'arriver à générer une audience, et quand tu génères une audience assez importante, là, à la limite, tu pourrais dire, oui, mais il y a des gens qui vont voir ce que je raconte, etc. Mais si t'es à un stade là où t'as déjà des dizaines de personnes qui ont vu ton contenu, et que t'en as un parmi ceux-là qui te dit un truc, oh, je suis pas d'accord avec toi, tu te dis oui, mais finalement, 99% des gens ils sont d'accord avec moi. Ou j'ai déjà reçu des messages qui sont super, qui me disent merci, etc. Et donc finalement, le contenu minimum viable, l'idée c'est de dire, je publie très rapidement mon contenu, je trouve très rapidement de l'audience me fait des retours qui me permettent de faire évoluer mon contenu, ils me disent que ça leur plaît, donc je continue, et donc finalement je lutte contre mon syndrome de l'imposteur, par le simple fait qu'en fait, il y ait une audience qui soit intéressée assez rapidement, plutôt que de faire un truc dans mon coin pendant 6 mois et de dire, tenez, regardez ça, c'est génial, etc. Ou c'est pas génial parce qu'on n'ose pas le sortir. Là, le truc, c'est de dire, non, là au moins ça sort, et puis vous avez des gens qui peuvent vous faire des retours, et si c'est des retours positifs, de toute façon, ça lutte contre le syndrome de l'imposteur. Pour moi, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup le syndrome du débutant.
je ne regarde jamais les stats d'un nouveau projet avant les 6 premiers mois. Voilà. L'autre jour, il y a quelqu'un dans un groupe Facebook qui dit « Ouais, je viens de faire mon podcast en quotidien, etc. » Et voilà. Je voudrais savoir si je travaille pour rien, s'il y a des gens qui écoutent mon podcast, etc. Et il dit « Qu'est-ce que vous utilisez ?» Et moi, je dis « Ben, il y a ça, ça et ça et ça, mais moi, je ne les regarde pas. Je ne les regarde pas. » Tout simplement parce que oui, t'as raison. C'est sur le syndrome de dire ah mais attends, j'ai fait un truc, j'ai passé des heures dessus, il y a personne qui regarde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu fasses quelque chose de mauvaise qualité ou de bonne qualité, dans tous les cas, ça t'arrivera. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas le fait de publier ton contenu qui va t'amener de l'audience dessus. Contrairement à ce que j'ai connu au tout début d'Internet, où tu mettais un truc comme t'étais seul, il y a quelqu'un qui... Mais en fait, il y avait que 100 personnes qui étaient connectées à Internet, tu vois, dans ta région. Donc, tu mettais une page, il y avait 100 personnes qui venaient, puis voilà, il se passait le mot, puis je sais pas comment ils faisaient. Ça, c'était il y a 25 ans. Mais maintenant, le fait de créer un contenu, en soi, c'est pas un événement. Bah, moi, je me rappelle, j'ai halluciné, tu sais, il y avait des communiqués de presse qui étaient faits par des mairies, ils disaient « Oh, on a sorti notre site Internet !» Ou alors des mairies, moi, je travaillais dans de la presse locale, j'avais un site de presse locale, je recevais des communiqués de presse à dire on a créé une page Facebook. Mais il n'y a pas d'événement de créer une page Facebook. Tu vois, il n'y a aucun événement. Et donc, c'est pas le fait de créer les choses qui vont t'amener de l'audience. C'est pas le fait de créer quelque chose de bonne qualité ou mauvaise qualité qui va t'amener de l'audience. Mais ça t'empêche pas de faire l'effort. Puis, je vais te dire un truc. Il faut sortir de cette histoire d'audience. L'audience, le chiffre de l'audience de jeu qui est la plus grosse, c'est un truc qui est issu du monde des dinosaures des médias. Des vieux dinosaures des médias. T'as des mecs qui ont des vidéos qui sont vues par 400 personnes et qui gagnent plus d'argent que des gars qui ont 2 millions de followers sur Instagram et compagnie. Et l'autre jour, c'est Casinestat. Et Casinestat, c'est pas le petit, hein, tu vois, qui a mis une stat, il dit quelqu'un qui fait 40 000 vues par vidéo, à chaque fois qu'il sort une vidéo, gagnera mieux sa vie que quelqu'un qui a 2 millions de followers sur Instagram. Tu vois ? Pourquoi ? Tu vas pouvoir créer un lien différemment, parce que t'es peut-être pas soumis aux mêmes algorithmes, parce que tu peux renvoyer les gens sur d'autres choses, tu vois, sur des liens, du mail, sur des livres, tu peux les envoyer sur des produits, tu peux mettre du merchandising sous ta vidéo YouTube, tu vois, tu peux mettre plein de choses. Et là, tu vas te rattacher sur la théorie des 1000 vrais fans, et on va se rattacher aussi sur tout ce qui est le phénomène de passion économie, donc l'économie, tu vois, le nouveau phénomène, etc., moi, dans lequel je suis dedans, parce que, en fait, avant que le mot existait, j'étais déjà dans ce truc-là, finalement. Et qui est de dire que, finalement, ça se trouve, t'as peut-être besoin que de 100 personnes. La théorie des 1000 vrais fans, ça marchait pour un chanteur. Mais ça se trouve, si t'as 1000 personnes qui t'achètent chaque année 100 euros de formation, si tu fais un petit peu un calcul, je pense que t'as de quoi vivre. Tu vois ? Quelque part. C'est juste qu'il faut aller les trouver. Alors, la question, c'est... Après, il y a 2 trucs. C'est que soit tu te dis, j'ai une grosse audience et j'envoie un petit truc pas cher, soit j'ai une petite audience et j'envoie un truc plus cher. Mais c'est pas ça qui fera la valeur. Ça se trouve, en fait, un bouquin de 20 pages peut avoir une information qui est juste incroyable dedans. Tu peux leur vendre 50 euros. Mais bon, tu feras pas sur Amazon, par contre. Ça, tu feras jamais sur Amazon un bouquin à 50 euros, tu le vendras pas. Mais t'as des gars qui vendent des bouquins à 50 euros et qui font 40, 50 pages. Mais dedans, il y a une valeur qui est supérieure à ce que tu peux trouver dans n'importe quel bouquin que tu trouves à 20 euros ou à 30 euros sur Amazon ou dans les librairies. Donc, c'est pas la valeur c'est pas le nombre de pages qui fait la valeur, c'est pas la taille de ton audience. Par contre, dans la passion economy, ce qui compte, c'est la relation. Il faut sortir de cette histoire d'audience. Seth Godin, il dit l'artiste, c'est quelqu'un qui change le destin de la personne qui consomme l'œuvre, en fait. Et c'est ça, en fait, l'artiste. C'est-à-dire que ça peut même pas être quelque chose de artistique ou quoi que ce soit, tu vois, au sens je fais un beau dessin, je suis un artiste. Parce que souvent, on a pensé à l'artiste comme étant quelqu'un qui crée des choses, des belles choses, de la musique, etc. Mais en fait, ce qu'on a oublié juste, c'est que l'artiste, il fait réfléchir les gens quand ils voient l'œuvre. C'est... Même les artistes que tu détestes,
tu vois, dans l'art contemporain, t'as des gars, tu comprends pas ce qu'ils te racontent, pourquoi ils font ça, etc. Mais en fait, si tu écoutes leurs messages, le simple fait de détester, déjà, ils ont changé ton destin. Tu vois ? Le simple fait que t'aies ouvert un bouquin, que quelqu'un, par exemple, toi, tu prends ton bouquin à toi, quelqu'un a ouvert ton bouquin, il l'a lu, il garde une seule phrase de ton bouquin, tu as changé le reste de sa vie. À partir de là, t'es un artiste. Concentrez-vous non pas sur le résultat, mais sur le chemin. En fait, il faut apprécier le chemin, la difficulté. Si tu te contentes d'apprécier, d'avoir ton bouquin fini, comme tu as passé plus de temps à travailler dessus que de l'avoir dans les mains, la joie de l'avoir dans les mains la première fois, tu dois te rappeler de ça, tu te dis waouh, mais ça dure que quelques instants, alors que tu as travaillé pendant des mois pour l'écrire son truc. Donc, faut te dire, il faut que je trouve un plaisir dans ce partage. Et c'est là où moi je suis pas trop d'accord avec ceux qui disent oui, n'écrivez pas sur vos passions, trouvez une niche business, etc. Tu vois, parler de sexe, d'argent et compagnie, et vous allez réussir. Moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que si ça te passionne pas, le temps que tu arrives au succès, tu t'auras arrêté quoi. T'auras arrêté. Donc t'as toutes les opportunités devant toi. Ça n'a jamais été aussi simple. Mais par contre, faut le faire avec son cœur et son cerveau. Et se dire qu'on parle au cœur et au cerveau des autres personnes et pas à leur porte-monnaie. Je remercie Bertrand d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'ASAP.